Merci beaucoup. Mes sincères excuses. Je suis Dexter Reinvelt, un avocat pour la défense des droits en Afrique du Sud. C'est avec un grand honneur et une grande reconnaissance que je vous présente, membres de ce jury, une déclaration du tribunal de l'opinion publique, une déclaration d'ouverture. Tout d'abord, je tiens à remercier Lemuel Moloa, Yvonne Kazanta, Kabura Monyenki et Walter Machilo, ainsi que tous les courageux témoins blessés par le vaccin Covid-19 dans le monde entier pour leur aimable assistance et leur participation. Je vais commencer par ce que Thomas Paine a dit il y a 200 ans et qu'il a d'ailleurs énoncé de manière très éloquente. Les plus grandes tyrannies sont toujours perpétrées au nom des causes les plus nobles. Cette déclaration est encore plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 200 ans, et elle le sera encore pendant des années et des siècles. La question posée à vos honorables membres du jury, quelle est la cause la plus noble ? Elle a été et est toujours exploitée depuis le début de cette pandémie de SARS-CoV-2, Covid-19, qui n'est autre que la cause qui englobe santé du corps, santé de l'esprit, se résumant à la santé de l'humain. Nous pouvons tous convenir que la cause la plus noble est ce qui est dans le meilleur intérêt de la santé humaine et comme cela affecte notre famille et nos amis, ainsi que notre capacité à générer un revenu. Les preuves présentées montreront exactement comment les défenseurs ont orchestré et manipulé cette cause la plus noble qu'est la santé humaine pour faire avancer l'agenda du contrôle total et de la domination sur une population qui ne s'en rend pas compte et comment ils ont fait de sérieuses incursions dans les droits populaires constitutionnels et inaliénables et la liberté. Depuis le début de la pandémie, mesdames et messieurs les jurés, les défenseurs ont déployé et investi des efforts et des sommes considérables dans les relations publiques. En fait, leur campagne de relations publiques, avec l'aide des grands médias d'entreprises, capitalise ces préoccupations de la santé humaine pour leurs bénéfices financiers et leur aspiration à la domination et au contrôle total. À leur avantage, ils utilisent le slogan « Suivez la science ». Cette phrase d'accroche que nous connaissons tous si bien, car à chaque fois qu'ils parlent, ils justifient toujours l'expression « Suivons la science ». C'est ce que la science dit pour justifier et légitimer leur politique publique de santé pour le soi-disant bien commun dans le monde entier avec les mesures de confinement. En abordant les préoccupations de santé humaine en ce qui concerne le Covid-19, les questions pertinentes suivantes doivent être posées, mesdames et messieurs. La première question, quelle est la vraie nature du virus SARS-CoV-2 ? Est-il vraiment nouveau ? Et si oui, dans quelle mesure pouvons-nous dire qu'il est nouveau ? La réponse courte à cette question est non, il n'est pas nouveau. Ici, les preuves apportées par les experts médicaux et scientifiques montreront sans l'ombre d'un doute que nous n'avons pas affaire à un nouveau virus. En fait, mesdames et messieurs, membres de ce jury, le virus SARS-CoV-2 peut à bien des égards être considéré comme une grippe saisonnière. Sa composition est très comparable au virus SARS-CoV-1. La deuxième question que nous devons poser est la suivante. Existe-t-il des traitements médicaux appropriés et viables pour combattre la maladie du Covid-19 ? Sans entrer dans trop de détails, ma collègue Tipali Ojia a clairement indiqué que oui, en effet, il facilite les traitements alternatifs. Et pas seulement les traitements alternatifs faciles, mais il facilite les traitements alternatifs qui marchent. Et c'est la preuve qui vous sera très certainement présentée à chacun.
La troisième et dernière question que nous devons poser par rapport à cette préoccupation est quel est le taux de survie au Covid-19 ? Une fois de plus, les preuves montreront que la prévision du taux de survie au début de la pandémie n'était rien d'autre qu'une prévision statistique informatisée utilisée pour susciter la peur. Et je crois que nous connaissons tous très bien cette peur qui a été instillée en chacun d'entre nous. Mais en réalité, le taux de survie est de 99,5%. Certains experts prouveront même que le taux de survie peut atteindre 99,97%. Le taux de mortalité réel actuel est loin de correspondre aux prévisions statistiques informatisées. En fait, le taux de mortalité de la grippe saisonnière est plus élevé que celui du Covid-19. Rien que cette déclaration, mesdames et messieurs, doit nous amener à réfléchir et à nous demander si cela en valait la peine. Toutes les mesures de confinement, d'aseptisation, de distanciation sociale, cela en valait-il vraiment la peine ? Les trois questions que je viens de vous poser, membres du jury, nous amènent aux États-Unis, à la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. Il s'agit d'un atelier qui a été mené et je vais en tirer une citation que vous pouvez rechercher sur Internet. Il s'agit d'une réponse rapide aux maladies infectieuses par des contre-mesures médicales, mettant en œuvre des capacités durables grâce à un partenariat permanent entre le secteur public et privé, et dans lequel le docteur Peter Daszak a écrit au docteur Anthony Fauci, je cite, « De facto, une crise de maladie infectieuse bien réelle, présente et à un seuil d'urgence est souvent largement ignorée. Nous devons faire mieux comprendre au public la nécessité de contre-mesures médicales telles que le simple vaccin contre le coronavirus. Les médias sont un facteur clé et l'économie suivra le battage médiatique. Nous devons utiliser ce battage à notre avantage pour aborder les vrais problèmes. Les investisseurs réagiront lorsqu'ils verront des bénéfices à la fin du processus. » Fin de citation. Cette citation en elle-même, mesdames et messieurs, est incriminante. Elle est sans ambiguïté. Elle expose le plan derrière la pandémie. Et par un simple clic sur un bouton, membre du jury, vous pouvez rechercher vous-même sur Internet qui sont les bénéficiaires financiers de cette pandémie. Sans nul doute, ce sont les investisseurs, ce sont les actionnaires des compagnies de vaccins, au grand désespoir de la population, des hommes et des femmes ordinaires. Quelle est l'intention ultime pour anéantir les petites et moyennes entreprises ? Les seules entreprises florissantes actuellement sont les sociétés pharmaceutiques et les grands conglomérats technologiques. Nous voyons aussi l'impact direct que cela a eu sur les petits magasins et sur les entreprises de taille moyenne aussi. Les déclarations qui vous seront présentées indiqueront clairement pourquoi les citoyens ont participé aux expériences médicales mondiales sur les vaccins et le noyau du système de croyance des participants aux vaccins. Et vous l'entendrez de la bouche des victimes blessées par ces vaccins, le noyau du système de croyance qui explique pourquoi ils ont participé à cette expérience médicale et qu'ils pensaient que ce serait dans leur meilleur intérêt sanitaire et, en fin de compte, financier. Donc, avec cet ensemble, nous voyons qu'il y a bien un lien direct. Je dois le faire pour ma santé et si je ne le fais pas, je vais y perdre financièrement et je ne serai pas en mesure de gagner un revenu. Et c'est pour cela que je vous expose l'intérêt financier. S'ils ne participent pas aux vaccins expérimentaux, ils risquent de perdre leurs revenus. Et ce n'est rien d'autre que de la coercition et du chantage. C'est le moins que l'on puisse dire.
C'est ce que nous appelons, mesdames et messieurs, l'approche de la carotte et du bâton. Les preuves présentées permettront d'élucider les processus et protocoles d'expérimentation médicaux, éthiques qui doivent toujours être respectés lors de la réalisation d'expériences médicales de masse. Les expériences médicales doivent respecter les normes les plus élevées de l'éthique médicale définie dans la déclaration d'Helsinki, le Code de Nuremberg, ainsi que la prescription législative codifiée de chaque pays respectif. Les preuves montreront que, sans nul doute, la déclaration d'Helsinki, le Code de Nuremberg et le Code de conduite pour les expériences médicales de chaque pays ont été violés. En fait, ils sont toujours violés avec cette vaccination obligatoire. C'est poussé dans le monde entier. Et tout cela a été accompli avec le slogan « Suivez la science ». Les preuves montreront que le SARS-CoV-2, le Covid-19, peut se comparer à une grippe ordinaire. Honorable membre du jury, l'inventeur de l'ARNM, le Dr Robert Malone, a mentionné sur de multiples plateformes médiatiques alternatives les raisons pour lesquelles les vaccins expérimentaux ARNM Covid-19 sont dangereux et constituent une fraude avec possibilité de graves séquelles à long terme. Entre autres, il peut s'agir de myocardite, de péricardite, et les preuves l'indiqueront clairement. Nous vous présenterons aussi un large aperçu des tests médicaux et scientifiques de laboratoire menés dans le passé sur la technologie médicale ARNM jusqu'à ce jour. Et pourquoi il n'est pas prudent de déployer ces vaccins à ARNM à l'échelle mondiale sur une population sans méfiance. Les preuves seront corroborées par des pharmacologues, des toxicologues, des immunologistes, des virologistes, des physiologistes et des biochimistes, entre autres. Mais ce n'est qu'un prélude aux preuves qui seront présentées par le professeur Bagdi, le professeur Palmer ou le docteur Vodark. Et je cite, dans l'ensemble, « Il est évident qu'une nouvelle méthode d'introduction de matériel génétique dans les cellules humaines, par le biais d'adénovirus ou de virus adéno-associés, est frauduleuse et entraîne des effets secondaires dangereux dont les causes ne sont pas encore entièrement claires. Si de tels risques peuvent être acceptables dans le cas d'affections sinon incurables, comme l'amyotrophie spinale, il est absolument irresponsable de les imposer à des personnes en bonne santé qui présentent peu ou aucun risque de connaître un jour un Covid-19 sévère. » Fin de citation. Membres du jury, pour comprendre pleinement l'étendue du plan derrière cette pandémie, nous devons mettre l'attention sur la mesure dans laquelle les défenseurs ont supprimé la procédure standard ou suivi la science. Nous n'avons pas besoin d'aller trop loin pour comprendre le plan du jeu. Nous pouvons simplement examiner comment ils ont changé les définitions épidémiologiques, médicales et scientifiques pour les adapter et justifier leur mantra « suivre la science ». En dernière analyse, nous devons étudier comment ils ont changé, adapté les définitions médicales et scientifiques. Et les définitions dont nous parlons sont les suivantes: pandémie, endémie, vaccin, immunité collective et immunité naturelle. Les preuves médicales et scientifiques montreront comment ces définitions ont été modifiées, adaptées pour correspondre aux crimes prémédités et intentionnels des accusés de crimes contre l'humanité. Les adaptations des principales définitions épidémiologiques, médicales et scientifiques sont criminelles en ce sens qu'elles suivent le récit scientifique. Elles ne sont pas en phase avec les normes et pratiques épidémiologiques bien établies.
Les preuves illustreront clairement les divergences entre le récit, suivez la science, et les informations et données médicales et scientifiques objectives et bien établies. Honorables membres du jury, j'attire votre attention sur une citation de Booker T. Washington. Je cite: « Un mensonge ne devient pas vrai, ce qui est faux ne devient pas juste, et le mal ne devient pas le bien simplement parce que c'est accepté par la majorité. Même si la majorité, pour le besoin du raisonnement, et je veux juste revenir rapidement en arrière car la citation s'arrête à majorité, même si la majorité, pour les besoins du raisonnement, accepte la définition médicale et scientifique, déformée, on ne peut pas la considérer comme correcte ou véridique. Un simple changement de définition médicale et scientifique effectué sur un coup de tête ou sans justification médicale et scientifique claire et exempt d'ambiguïté ne peut justifier aucun changement chez les patients et ne peut donc pas être considéré comme une vérité. Peu importe le nombre de fois que les défenseurs et ou leurs collaborateurs répètent un mensonge. Dans le cas qui nous occupe, les médias, il ne peut devenir vrai. Les questions les plus importantes dans l'esprit de la population, des honorables membres du jury, sont les suivantes. Comment se fait-il que les défenseurs aient pu faire autant de progrès dans le déploiement de la pandémie planifiée et des vaccins? Pourquoi un nombre considérable de personnes se sont-elles laissées prendre au récit de la pandémie des défenseurs au point de se présenter pour être vaccinés avec un vaccin expérimental à ARNM Covid-19? Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur le concept suivant, l'astroturfing. Je vais vous lire la définition d'astroturfing tirée de Merriam-Webster. Activité organisée destinée à créer la fausse impression d'un mouvement populaire généralisé et spontané en faveur ou en opposition à quelque chose comme une politique, mais qui est en réalité initiée et contrôlée par un groupe ou des organisations dissimulées comme des entreprises. Des preuves seront fournies pour montrer comment les accusés et les co-conspirateurs ont mobilisé le soutien de la population et déployé les grands médias pour faire progresser le programme de meurtre de masse mondial prémédité en convainquant une partie de la population d'accepter volontairement les vaccins expérimentaux de thérapie génique Covid-19. Nous démontrerons qu'à travers la formation d'un état psychologique de masse à grande échelle, l'équité mentale du peuple a été intoxiquée. En conséquence directe, le peuple a fait confiance au récit du courant dominant, même s'il était totalement absurde et manifestement faux. Je vous laisse avec la citation suivante d'Aristote. Elle résume l'essence même de notre situation actuelle au niveau local. Mais avant de le citer, ce tribunal de l'opinion publique vous demande de considérer dûment toutes les preuves qui seront présentées dans leur totalité et de trouver en vous la force de voir la vérité telle qu'elle est. C'est une plandémie et non une pandémie. Et quand vous regarderez les deux mots plandémie et pandémie, il y a une lettre qui est différente et c'est le L. Donc, ce que nous disons, nous allons présenter toutes les preuves. Vous apprendrez exactement pourquoi nous sommes là et où nous sommes. Et à la suite de cela, vous pourrez dire en toute confiance, j'ai appris, donc je vais comprendre ce L majuscule et je vais l'insérer dans le mot pandémie. Ce n'est pas une pandémie, c'est une plandémie. Les preuves sont claires et directes. En conséquence, les preuves présentées aujourd'hui sont suffisantes pour constituer une preuve prima facie contre tous les accusés. Et leurs actes d'accusation doivent être mis contre les accusés et leurs capacités personnelles ou professionnelles, ainsi que contre les co-conspirateurs dans chaque pays du monde qui ont joué un rôle instrumental
en colportant la grande illusion de suivre la science jusqu'à causer littéralement la mort. Et voici la citation d'Aristote. Les gouvernements qui ont le souci de l'intérêt commun sont constitués selon des principes de justice stricts et sont donc des régimes véritables. Mais ceux qui n'ont en vue que l'intérêt des gouvernants sont tous des régimes défectueux et pervertis, car ils sont despotiques, alors qu'un État est une communauté d'hommes libres. Je vous remercie, honorables membres du jury.